Karl, est-ce que tu me reçois? Karl, est-ce que tu me reçois? Karl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Karl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Karl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Bon. En gros, ce livre, Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre, c'est un peu la prolongation du livre que j'ai écrit avant et qui s'appelait pompeusement Petit traité de hasardologie. J'avais réfléchi un petit peu sur qu'est-ce qu'on appelle le hasard, en tout cas comment les hommes emploient le terme hasard, à quelles conditions ils l'emploient. Et puis, de fil en aiguille, le hasard apparaissant à la fois comme refus d'explication et comme explication. Alors, on dit c'est pas par hasard si ceci est arrivé, donc ça sous-entend une explication. Et puis on dit aussi c'est arrivé par hasard, ça sous-entend clairement qu'il n'y a pas d'explication. Donc tout ça, ça m'avait un petit peu intéressé. Et j'ai fait ce bouquin dont le titre est pas mal. C'est le mieux, c'est le titre. C'est Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre. Alors si je veux résumer de quoi il s'agit, je dirais que je vais parler de prévision, de compréhension et de big data. Si je veux résumer un petit peu moins, dans cet exposé, je vais dissocier comprendre de prévoir dans les deux sens, hein, et prévoir de comprendre. C'est un petit peu la même dissociation qu'entre corrélation et causalité. Et puis je parlerai de ce genre de considérations appliquées à certaines utilisations des big data par l'intelligence artificielle. Voilà. Puis je terminerai par quelques états d'âme pour dire un petit peu ce qui me dépasse. Il y a pas mal de choses qui me dépassent là-dedans. C'est un petit peu comme l'univers. Hein. C'est un univers en pleine expansion, l'intelligence artificielle, et avec aussi beaucoup de matière noire. Hein. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Je crois que je ne suis pas le seul. Bon, alors, la nécessité de prévoir, c'est depuis toujours, les hommes ont essayé de prévoir, évidemment. Il y avait pour ça les auspices, c'est le vol des oiseaux. Les aruspices, c'est l'examen des entrailles. Il y avait les pitys, qui opéraient sous transe, hein, elles fumaient déjà, on n'a pas attendu l'époque moderne pour ça. Et puis, plus récemment, il y a les voyantes qui utilisent les cartes, etc. Il faut savoir qu'en France, plusieurs milliards d'euros sont dépensés dans l'industrie de la voyance. Hein. C'est pas du tout une petite affaire. Bon. Alors, on peut prévoir sans comprendre, évidemment, et l'humanité l'a fait depuis belle lurette. Hein. Et continue. Et continue à le faire. On va y mais ne me bouffe pas mes effets. Excuse-moi. Et bien sûr. Alors, sans comprendre, on ne pouvait prévoir que des événements périodiques, généralement de type astronomique, des éclipses de soleil, les marées, ou au moins des événements répétitifs en un certain sens. La prévision du temps, le rôle des plantes, la sélection du bétail, les alliages métalliques, certaines inondations, etc. Ce n'était pas tout à fait périodique, mais c'était répétable. C'est-à-dire que du point de vue philosophique, ça te plairait, on procédait par induction. Bon. L'induction, c'est en gros quelque chose qui vous dit, si c'est vrai pour n, c'est vrai pour n plus 1. Il ne faut pas confondre ça avec l'induction mathématique. L'induction mathématique est une démonstration. L'induction là, il n'est pas vrai, il n'est pas nécessairement vrai que si c'est vrai pour n, c'est vrai pour n plus 1, bien entendu. Parfois, on ne savait pas faire autrement. Et ça explique un petit peu le rôle ambigu de la tradition et de l'influence des maîtres. Ils étaient en quelque sorte dépositaires de ces connaissances. Bon. Et même avec l'invention de l'écriture, l'obéissance aux maîtres ou le respect des maîtres a continué un bout de temps. Rappelez-vous Molière et Aristote. Hein. C'était encore à l'époque de Molière la révérence à Aristote. Quant aux événements imprévus, du genre maladie, famine, sécheresse, etc., ils étaient presque toujours dus à des dieux irascibles qui se fâchaient parce que les hommes n'avaient pas bien obéi aux prescriptions et les prêtres étaient là pour rappeler aux hommes comment se comporter correctement. Il y a une très jolie phrase attribuée à Laplace, mais dont je n'ai jamais trouvé la source. Vous savez, Laplace disant à Napoléon Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse à propos de Dieu, ça s'est rabâché. Celle-là l'est un peu moins. L'hypothèse de Dieu explique peut-être tout, mais ne prévoit rien. Pas mal ça, non? Voilà, Laplace était loin d'être bon.
Alors, il va y avoir une révolution à la Renaissance, symbolisée, si vous voulez, par Galilée. C'est l'abandon du livre saint et d'Aristote comme source indiscutable du savoir. Et l'introduction des mathématiques, qui sont, comme disait Galilée, le langage de la nature. Pas seulement l'introduction des mathématiques, c'est aussi l'idée qu'il y a des lois universelles qui gouvernent le monde, qui sont... voilà. L'apothéose de ça, ce sera évidemment Newton. C'est le retour de la comète de Halley, c'est le calcul de l'aplacissement de la Terre, c'est la découverte de Neptune par Urbain, Le Verrier, la démonstration des mouvements de la Terre par Foucault, etc., etc. Donc Laplace a bien symbolisé ça, et Laplace a bien expliqué que la science devait se construire contre le hasard. Et c'est ce qu'elle a fait au XIXe siècle. Alors je vous donne une citation hyper connue de Laplace, mais je trouve qu'elle est bien écrite, c'est du bon français, c'est agréable à lire. À l'époque, on écrivait pas mal. Les mots pour le dire venaient spontanément. Alors, Ceux qui se concevaient bien, etc. quelque chose comme ça. Laplace écrivait donc « Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. » Donc il y a l'idée, si on connaît les lois et si on connaît les conditions initiales, on dirait maintenant, alors il n'y a plus d'incertitude, on sait ce qui va se passer. Bon, c'est une... Donc, bon. Alors, cette idée que la science se construirait contre le hasard, c'est bien développé. Si vous regardez les découvertes du XIXe siècle, c'est extraordinaire. C'est la découverte en 1886 des ondes radio par Hertz, qui avait été postulée 10 ans plus tôt avec les équations de Maxwell. C'est beaucoup plus récemment, c'est les découvertes des ondes gravitationnelles, en septembre 17, postulées en 1915 par Einstein, et en septembre 2012, c'est le boson de Higgs, postulé en 1964. Il y a plein d'exemples que je pourrais donner de prévisions dues à la compréhension. Bon, donc compréhension et prévision moderne semblent aller de pair. Ceci dit, les lois peuvent être compliquées, et leur interaction entre elles compliquée aussi, et multiple. On peut alors, bien qu'il y ait des lois, ne pas prévoir ou mal prévoir. Il y a, pour remédier à ça, ce qui s'appelle la loi du hasard. La loi du hasard, c'est une loi, ça a l'air un peu contradictoire, mais si on sait que tout événement a une cause, mais que la cause est subtile, compliquée, etc., on préfère dire dans certains cas que c'est arrivé par hasard. Ce qui est typique, c'est le tirage à pile ou face. On sait bien que... On a fait des expériences pour ça, pour montrer qu'avec les mêmes conditions initiales, on obtient toujours le même résultat. Mais ça, c'est des expériences pas faciles à faire. Mais si vous jetez la pièce, comme vous dominez mal... Tiens, salut. Comme vous dominez mal les conditions initiales, vous ne savez pas ce qui va tomber, et vous dites que c'est arrivé par hasard. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Bien sûr qu'on peut dire quelque chose. On peut dire que sur 100 coups de tirage à pile ou face, en gros, il y aura de l'ordre de 50 piles et 50 faces. Il faut faire un peu attention à ça, hein. L'intuition est mauvaise conseillère. Si vous interrogez des gens au hasard, pas ici parce que les gens sont savants, mais si vous leur dites à pile ou face, j'ai fait 2 fois pile, est-ce que le coup d'après j'ai plus de chances de faire pile ou face? On vous répondra en général, bah, face. Hein. Bon, évidemment, c'est pas vrai. Là, vous continuez la question, vous dites si vous avez fait 99 fois pile, le coup d'après, qu'est-ce que vous allez faire? Et les gens qui ont compris la leçon vous disent bah, une chance sur 2 de faire face. Mais pas du tout. Si vous faites 99 fois pile, vous ferez pile le fois d'après parce que la pièce est truquée. Donc il ne faut pas perdre le bon sens dans cette histoire. Bon, alors, si vous voulez, dans ce cas-là, dans le pile ou face, on comprend bien les lois, mais on ne peut prévoir que par probabilité. Bon, c'est pas choquant, ça ne pose pas de problème métaphysique. Alors maintenant, il y a des choses un peu plus embêtantes. Si vous prenez la théorie de l'évolution de Darwin, le hasard est un élément constitutif. Je dirais même le double hasard. Il y a un hasard d'une part du patrimoine génétique qui varie d'un individu, d'une espèce ou d'un individu à l'autre, et puis il y a le hasard de l'environnement, les famines, les réchauffements, etc., qui fait qu'à chaque fois, les espèces les mieux armées, disons, vont se reproduire. Bon. Donc c'est une double intervention du hasard.
Alors bien sûr, on peut toujours dire, ceux qui font du paléoclimat par exemple, dire oh non, c'est pas par hasard s'il y a eu telle sécheresse à tel moment, nous on sait l'expliquer. Mais pour le biologiste, il s'en fiche, il dira moi, c'est pas mon problème, pour moi c'est une intervention aléatoire. De la même façon, la dispersion du patrimoine génétique a probablement des explications aussi, j'en sais rien, moi, un rayon cosmique qui a tapé sur quelque chose, etc. Mais ça, le biologiste s'en fiche, c'est pas son problème, il dira il y a une dispersion du patrimoine géologique et c'est comme ça que ça marche. En quelque sorte, c'est des hasards locaux, ou des hasards effectifs en quelque sorte, qui sont très utiles, il n'y a pas de... Alors ceci, il peut y avoir pire. Il peut se faire que, malgré l'existence de lois simples, et rigoureuses, si j'ose dire, et connues, on ne puisse pas prévoir au-delà d'un certain horizon. C'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. Bon, il y a des tas d'exemples de ça. Le meilleur exemple, c'est la météo, évidemment. Enfin, il y en a des tas d'autres. Par exemple, est-ce que vous savez que le mouvement des planètes est chaotique? C'est-à-dire, bien que soumis à des lois qui sont les lois de Newton, et que vous connaîtrez bien, on est quand même incapable de prévoir le devenir. Rassurez-vous, à court terme, on sait très bien où sera la Terre, Mars, Jupiter, etc. Mais sur quelques milliards d'années, on ne sait plus. Y compris quelques milliards d'années avant, on ne sait pas. Bon, ça tient au fait que, même si on connaît les lois, on peut montrer que de toutes petites variations de conditions initiales, mais imperceptibles, au bout d'un certain moment, génèrent des variations colossales du résultat. Et donc, c'est un horizon, si vous voulez, pratiquement indépassable. Bien. Le chaos déterministe, je ferai observer que c'est un oxymore. Un chaos déterministe, vous voyez, quand il y a beaucoup de lois ou qu'elles sont compliquées, c'est le chaos. C'est pas un chaos déterministe, c'est le chaos, on ne sait pas. Le chaos déterministe, c'est le contraire. Il n'y a pas beaucoup de lois compliquées, il y a une loi très simple, et malgré ça, on pourrait même dire, et à cause de ça, d'ailleurs, quand on regarde dans le détail, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est un peu énervant, mais c'est comme ça. Bon. Alors, en bref, pour plusieurs raisons, d'ordre différent, comprendre n'est pas nécessairement prévoir. Bon, ça, c'est une chose étonnante. Or, on a besoin de prévoir. Si on pouvait jadis prévoir dans bien des cas, sans comprendre, ça restait quand même limité à des événements répétables. Et surtout limité parce qu'on ne disposait que d'un petit nombre de données dans le temps et dans l'espace. Alors maintenant, armé des big data, on peut se demander si les milliards et milliards d'événements qu'on connaît maintenant, je ne veux pas développer ça, c'est connu de tout le monde, c'est impressionnant ce qu'on sait. Un détail, par exemple, vous avez quelques milliards d'étoiles dans notre galaxie, quelques centaines de milliards d'étoiles, on s'est répertorié de l'ordre d'1 milliard d'étoiles, avec position, vitesse et lumière. C'est folie, enfin, quand on voit ça, c'est autre chose que Tycho Brahe avec un papier à crayon. Hein. Bon. Enfin bon, je pourrais multiplier les exemples, je ne vais pas le faire parce que c'est bien connu. Alors on peut se demander si aujourd'hui on ne pourrait pas utiliser l'induction comme nos ancêtres utilisaient pour prévoir, parce qu'on est armé d'infiniment plus que nos ancêtres. Alors, oui, c'est tentant et c'est pas idiot, parce qu'il est évident que les corrélations, même quand elles ne sont pas causales, peuvent être prédictives. Hein. Deux événements sont en corrélation si leur évolution dans le temps, sur une période assez longue, est très très similaire, je dirais, disons, sous cette forme, sur une période assez longue. Hein. Bon. Mais les corrélations ne sont pas forcément causales. D'abord, il y a des corrélations fantaisistes, ça s'appelle des coïncidences, qui peuvent exister et qui sont purement dues à la statistique. C'est important de les balancer, parce que... et on comprend pourquoi. Vous avez à l'instant donné, vous avez des milliards d'événements qui se produisent dans le monde au même moment. C'est bien le diable si sur ces milliards d'événements, il n'y en a pas deux qui se produisent à peu près en même temps avec une évolution un peu semblable. Il suffit de les choisir. Bon. Alors, j'ai des tas d'exemples de ça. Par exemple, vous pouvez faire les courbes des dépenses en sciences, espace et technologie en fonction des suicides par pendaison. Les courbes sont à peu près identiques. Le taux de divorce dans le Maine en fonction de la consommation de margarine par habitant. Le nombre de victimes par noyade dans les piscines contre la puissance générée par les centrales nucléaires nord-américaines, etc., etc. L'âge de Miss America à droite contre le nombre de gens tués par brûlure. Bon. Etc., etc. Bon, alors, c'est bien choisi, mais c'est purement un effet statistique. Et en plus, vous pouvez montrer que les évolutions sont voisines en faisant astucieusement le choix de vos axes de coordonnées. Hein. On peut raplatir des courbes, on peut, etc. Donc ça démontre, et même,
Vous pouvez, en vous baladant dans la rue, vous apercevoir que le numéro d'immatriculation d'une bagnole correspond exactement à la date de naissance de votre belle-mère. C'est un hasard extraordinaire, ça. Je dis, il n'y a que pour vous que c'est un hasard extraordinaire. Les gens, en général, ne connaissent pas la date de naissance de votre belle-mère, et pour eux, c'est absolument neutre. Donc c'est typiquement encore un hasard. Enfin, il y a des hasards plus frappants. Il y a des gens qui gagnent 2 fois de suite à la loterie, par exemple. Bon, mais ça, on les repère soigneusement. Ça fait partie des millions d'événements. Bon, donc il faut oublier ça. Il faut oublier, disons, les corrélations fantaisistes. Alors maintenant, il y a des corrélations vraies, il y en a beaucoup. L'exemple que j'aime beaucoup, parce qu'il est drôle, ça corrèle la pointure des pieds des élèves et leur niveau en mathématiques. Il n'y a aucun doute là-dessus que plus les pieds sont grands, meilleurs sont les élèves en maths. Bon. Il y a les noyades et consommation de glace qui sont très très corrélées. Il y a, c'est encore plus simple, l'aiguille du baromètre et les orages. Bon, tout ça est évident. Alors, pour la taille des pieds des gamins et le niveau en maths, c'est évident. C'est l'âge. C'est le 3e élément qui va compter, c'est l'âge des gosses. Plus les gosses sont grands, meilleurs ils sont en maths et plus grands est leurs pieds. Bon, voilà. Je vous signale que si vous prenez les courbes taille des pieds des gosses en fonction du niveau en maths, vous aurez bien effectivement presque une droite. Mais si maintenant vous faites une partition de ça par âge, et si vous prenez le niveau en maths par âge en fonction de la taille des pieds des gosses, il n'y aura plus rien du tout, évidemment. Bon, c'est une façon, si vous voulez, de distinguer les corrélations. Alors, très souvent, ce type de corrélation est dû à une 3e variable qui explique les 2 autres. Mais quelquefois, ça peut être caché. En sociologie, c'est très très souvent caché, ces choses-là. Je vous donne l'exemple qui me plaît bien, page 65. C'est tiré Académique Pédiatrique, qui est un journal réputé sérieux. La consommation quotidienne par des collégiens de boissons énergisantes augmenterait de 66%, 66, le risque de développer des symptômes liés à un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, selon une étude parue aujourd'hui dans Académique Pédiatrique. Donc plus les gosses boivent des boissons type Coca-Cola ou ce genre-là, plus ils sont agités. Excusez-moi de t'interrompre, c'est quasiment la quasi-totalité de la sociologie actuelle et de ce qu'on en tire dans les médias est faite de ça. Je ne me permettrai pas de juger ça, mais j'ai le soupçon que c'est vrai. Bon, l'explication, elle est évidente, c'est qu'en général, les gamins qui abusent du Coca-Cola ou de boissons énergisantes sont plutôt issus de milieux défavorisés. C'est pas systématique, mais c'est quand même une tendance générale. Et il est démontré que les gosses issus de milieux plus défavorisés sont plus agités et ont de moins bons résultats. Il y a une application pratique immédiate. Si vous ôtez le distributeur de Coca-Cola au lycée Henri IV, vous ne changerez pas les résultats du lycée Henri IV, etc. Bon, il y a des choses plus vicieuses. Là c'est facile à comprendre. Des choses plus vicieuses, je donne cet exemple. Une étude allemande, apparaître dans le numéro, etc., du journal européen de pneumologie, dit que selon elle, les petits-enfants qui ont un chien à la maison seraient moins sujets à développer plus tard des allergies respiratoires. Donc contrairement à l'opinion banale qu'on peut avoir que le chien crée l'allergie, c'est le contraire. Bon, c'est étonnant. Alors la phrase d'après est très intéressante. L'effet protecteur contre l'allergie n'a pas été observé chez les enfants en contact régulier avec des chiens, mais qui n'en possédaient pas chez eux. C'est intéressant. C'est pointu, là. C'est très pointu. Bon, alors il faut réfléchir un petit peu. L'explication, elle est triviale. Quand vous avez en permanence dans une famille des gosses et des chiens, et que les gosses développent une allergie, l'usage est d'éliminer soit les gosses, soit les chiens. En général, c'est les chiens qu'on élimine. Donc les gosses qui font coexister en permanence chiens et gosses, à long terme, sont des familles dans lesquelles les gosses sont résistants à l'allergie. Bon, et voilà, donc si vous voulez, les statistiques sont biaisées de façon fine, mais biaisées. Plus ou moins fine. Oui, fine. Enfin, ceci dit, l'allergie, c'est un truc très très compliqué. Oui, je ne veux pas rentrer c'est plus là-dedans. compliqué que ça. Non, je suis d'accord, mais c'est, disons, dans une étude sérieuse, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. Là, ça va être une maladie mondiale, les problèmes d'allergie, Oui. et ça touche les citadins. Et ça touche les citadins parce qu'ils ne sont pas exposés jeunes à des allergènes. Oui. Donc, tu vois, Non, je ne veux pas me lancer. Je vais pas me lancer. Je dis simplement que cet effet-là, qui me semble massif, aurait déjà dû être décortiqué. Et ensuite, il faut bosser, évidemment. C'est la méthodologie statistique qui est en cause, et la manière un peu abusive. J'entends bien, mais le fait d'être effectivement en contact avec un animal, par exemple, peut effectivement
peut t'immuniser d'une certaine façon. Bon. Si tu l'es assez jeune. Le problème, c'est quand tu es adulte et que tu rencontres un allergène que tu n'as jamais rencontré. Ceci dit, ça n'explique pas la deuxième phrase. Voilà. Pourquoi les gosses qui sont en contact Voilà, donc on est tout ça, d'accord, C'est surtout ça. Bon. C'est les résultats qu'on en Ce que je veux tire dire, c'est qui que ça, sont... quand on est dans l'allergie, c'est tellement... Non, mais en économie, c'est pareil. Vous avez une déclaration de Guy Hirt, comment il s'appelle, ce correspondant du Monde économique, là, et à la radio. En économie, c'est quasiment que ça aussi. Hein. Je te confirme, là, c'est un domaine que je connais bien. Je veux dire, ce genre de corrélation abusive à base de statistiques. Abusive, n'exagérons rien. Il démontre... dont le moins qu'on puisse dire, c'est que la méthodologie en rapport avec le résultat ne prouve strictement rien. Et sinon, la duperie des charlatans qui se font passer pour économistes. Bon, enfin bref, ce jeune homme, il n'est pas jeune d'ailleurs, statistique à l'appui, dit que contrairement à une opinion paresseuse, dit-il, des gens, le fait de faire travailler les vieux n'empêche pas du tout les jeunes de trouver du boulot. C'est une idée banale des syndicats qui consiste à dire baissons l'âge de la retraite, il y aura du boulot pour les jeunes. Il dit la preuve, c'est que les statistiques prouvent que dans les pays où les vieux travaillent le plus tard, c'est là qu'on embauche le plus les jeunes. C'est merveilleux ça comme démonstration. Il ne vient pas à l'idée que c'est des pays où il y a une demande de travail colossale, on fait travailler les vieux et on fait travailler les jeunes, mais ce n'est pas parce que les vieux travaillent que les jeunes travaillent. Bon. Alors, le dernier exemple de biais d'échantillonnage qui m'a beaucoup plu, il est magnifique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, la DCA allemande, la FLAC, descendait pas mal d'avions britanniques. Bon, et il fallait les blinder. Or, plus vous blindez l'avion, moins il est descendu, mais moins il est manœuvrable et moins c'est bon. Donc il y a une dialectique entre le blindage, l'épaisseur du blindage, et puis l'efficacité. Donc il fallait calculer bien ça dans le détail. Et il y a un matheux hongrois à qui on a confié ce travail. Et il a étudié le nombre d'impacts sur les avions par décimètre carré. Et il a vu clairement qu'il y avait beaucoup plus d'impact dans le fuselage, dans les ailes, que sur le moteur. Et donc le problème est de savoir quoi blinder. Et sa réponse a été, il faut blinder le moteur. C'est pas tout à fait banal, ça. Bon, il a raison, évidemment, parce que la densité d'impact devrait être en gros la même à peu près partout. S'il y en a moins sur le moteur, c'est que les avions qui avaient été touchés au moteur se sont écrasés et qui ne faisaient pas partie de la statistique. Vous voyez ? C'est clair. Donc c'est très joli comme biais. Tu vois, l'économie, la sociologie, c'est bourré de machins. Ne me lance pas là-dessus. Non, je te lance pas, je t'arrête tout de suite. On n'en finirait plus. Je t'arrête tout de suite. Bon. Donc tout ça, c'est des biais d'échantillonnage. J'ai pris ces exemples-là parce que je vais m'en servir après à propos des big data. Si vous voulez, c'est typiquement des exemples que j'ai pris. Vous pouvez avoir toutes les données que vous voulez du monde, des millions et des milliards. Votre analyse sera fausse. Vous voyez, la notion qui va être développée un peu par Anderson et quelques autres, que les data brutes ne peuvent pas mentir, surtout s'ils sont nombreux, c'est pas vrai. Ça. Il n'y a pas de data brute, ça n'existe pas les data brutes. C'est toujours un produit de la fabrication des êtres humains. Alors, Anderson va développer cette idée qu'avec suffisamment de données, les nombres parlent d'eux-mêmes. Il le dit en anglais, mais c'est la même idée. Bon. Pour lui, l'idée est que tous les modèles de physique sont des modèles faux, ou des approximations, et qu'ils sont pollués d'idées préconçues, alors que les bases de données, à condition d'être suffisamment gigantesques, ne peuvent pas mentir. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, il y a des scientifiques de la vieille espèce, dont tu dois faire partie. C'est en tout cas moi, oui, c'est sûr, j'en reconnais ici quelques-uns, qui croient encore naïvement que la démarche scientifique va de la théorie à l'expérience et réciproquement dans les deux sens, etc., et qu'on ne peut pas faire l'économie de la théorie. Lui pense, et quelques autres, pensent que c'est vieux jeu, ça, que ça ne comprend pas la puissance des big data, et que, voilà, il faut se lancer là-dedans. Le monde a changé. Oui, enfin c'est un nouveau paradigme. Oui, c'est ça, c'est exactement le genre de terminologie qu'ils utilisent. Et Bernard, qui c'est Anderson? Anderson, non, c'est pas le Anderson que tu connais, qui est le grand physicien et qui aurait jamais dit cette connerie-là. Non, c'est un Anderson qui s'appelle, j'ai oublié son prénom. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il a quel poids? Ah, il est journaliste scientifique. Pardon, c'est un collègue à madame. Un post-positiviste ultra-empiriste. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il est exactement. Alors, bon, alors maintenant on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle qui est la façon d'exploiter les big data. Bon, je vais en parler très peu parce que c'est un sujet énorme. D'abord, il faut distinguer en gros ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte.
L'intelligence artificielle, alors pour savoir si elle va dépasser l'être humain en quelque sorte. Pour l'intelligence artificielle faible, ça fait de belle lurette qu'elle l'a dépassée. Hein. Les machines jouent mieux que l'homme, enfin que même les champions au jeu d'échecs, au jeu de go, à tout ce que vous voulez, même au poker. Bon, enfin, elle calcule infiniment mieux, enfin tout ça c'est banal et c'est même pas la peine de compiter. Par contre, l'intelligence artificielle forte, c'est autre chose. C'est l'idée que, en quelque sorte, sous une forme ou sous une autre, qui reste à définir d'ailleurs, on pourrait définir une intelligence de la machine qui serait supérieure à celle de l'homme, et même qui pourrait, un petit peu comme dans l'Odyssée de l'espace, liquider les êtres humains. Bon. Alors... Mais là, justement, elle n'est pas supérieure. si tu veux. Elle est même légèrement névrosée, enfin, légèrement parano. Elle serait plus forte, en tout cas. Bon. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on parle d'apprentissage automatique lorsqu'un programme apprend à résoudre un type de problème. Par exemple, traduire un texte, reconnaître des objets dans une image, choisir une stratégie dans un jeu de société. Pour comprendre la spécificité de l'apprentissage automatique en intelligence artificielle, regardons d'abord un programme classique de jeu d'échecs. À partir d'une situation de jeu donnée, il simule les nombreuses suites de coups possibles, évalue la qualité des situations futures et choisit de jouer un coup qui maximise ses chances de gagner. En apprentissage automatique, on ne fixe pas la stratégie une bonne fois pour toutes. Le programme joue un grand nombre de parties et apprend à reconnaître les bons coups et les jouer. On peut espérer qu'après une longue suite de parties, d'essais et d'erreurs, il adopte une stratégie raisonnablement efficace. Ces deux méthodes sont très différentes. Dans le cas classique, le comportement du programme est identique pour toutes les parties. La stratégie qu'il utilise a été préalablement codée par l'humain. Dans le cas de l'apprentissage automatique, la stratégie n'est pas fixée. Elle évolue au fil des parties selon une règle codée par l'humain. La situation est alors paradoxale pour le concepteur. D'un côté, il est capable de comprendre le processus d'apprentissage, puisque c'est lui qui l'a codé, et, d'un autre côté, la stratégie effectivement utilisée par le programme peut lui être totalement inintelligible. Un programme qui apprend peut nous paraître nettement plus intelligent qu'un programme qui se contente d'appliquer la même stratégie dans toutes les situations. Cependant, pour qu'un programme apprenne efficacement, il est nécessaire de l'entraîner, parfois sur un très grand nombre d'exemples ou de parties dans le cas des échecs. Supposons que l'on veuille utiliser l'apprentissage automatique pour concevoir un logiciel de traduction entre le français et l'anglais. Il est absolument nécessaire de disposer d'un grand corpus de textes écrits en français et en anglais pour que le programme puisse s'entraîner. Par exemple, en comparant la version française de la version anglaise d'un même texte, le programme constate qu'à chaque fois que le mot hallebarde apparaît dans la version française, le mot halberd apparaît dans la version anglaise. Il apprendra donc à traduire hallebarde par halberd. Dans l'exemple précédent, on peut facilement deviner une limite majeure de cette technique. Supposons qu'après l'apprentissage de ce traducteur automatique, on veuille traduire la phrase « Il pleut des hallebardes ». Si cette expression n'est pas apparue telle quelle dans le corpus, elle sera inévitablement traduite par « It rains halberds », qui n'est pas une expression anglaise idiomatique. On lui aurait sans doute préféré « It rains cats and dogs ». Pour faire une analogie scolaire, tout se passe comme si un élève, le programme informatique, apprenait à résoudre un type d'exercice en ne lisant que les annales et les corrigés, les textes du corpus. Après un tel entraînement, le programme est généralement capable de traduire correctement les textes proches de ceux du corpus, mais risque de donner des traductions absurdes face à des textes radicalement différents. Tout comme l'élève qui bachote les annales risque d'être perdu devant un exercice totalement nouveau. Alors, il y a trois types d'apprentissage que je ne vais pas détailler ici, mais qui en gros sont l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Alors en gros, vraiment en gros, l'apprentissage supervisé, c'est un apprentissage qui se fonde sur la connaissance par la machine d'énormément de données. Par exemple, toutes les façons d'écrire le chiffre 7. Elle a des millions et des millions en mémoire. Si vous écrivez à la main le chiffre 7, elle va voir dans quelle mesure ça lui rappelle ce qu'elle a en mémoire. Et si ça lui rappelle suffisamment, elle dira « bon, ben, vous avez écrit 7 ». Bon, etc., etc. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Ça peut aller plus loin, ça peut même faire éventuellement de la traduction.
là aussi avec des bases de données gigantesques, vous dites quelque chose, ça lui rappelle quelque chose, elle traduit. Bon, ça marche pas très bien, ça, et même... Bon. Alors, il y a maintenant l'apprentissage non supervisé, que je dois dire, je ne comprends pas, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. Dans l'apprentissage non supervisé, on prétend qu'on ne dit rien à la machine, qu'elle va elle-même, sur des millions de photos, exhiber le concept de chat. Elle ne va pas dire chat, évidemment, mais elle va dire ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, enfin, c'est une autre bête, ça, c'est une autre bête, etc., sans qu'on lui ait donné préalablement des modèles. Bon. Je ne comprends toujours pas, j'ai discuté avec des gens qui en faisaient, je n'ai pas bien compris ce qu'ils m'ont expliqué. Moi, il me semble ceci, c'est que ces gens font de la partition, c'est-à-dire ils partitionnent leurs données en groupes d'objets plus ou moins semblables. Et en fonction de ça, ils créent des catégories. Seulement pour faire ça, il faut définir une notion de distance. Et la notion de distance, c'est pas la machine, de distance, pas forcément de distance euclidienne, de distance en un certain sens. Et ça, c'est les hommes qui le font. Je vois très difficilement une machine jouer à ce jeu-là. Donc il me semble que ce qu'on appelle apprentissage non supervisé, c'est plus riche certainement que l'apprentissage supervisé, mais bon. Et puis il y a l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, on ne donne pas forcément des modèles, la machine travaille, et puis quand elle a bon, ben, elle est récompensée. C'est indiqué à la machine que c'est bon et elle continue. Si vous voulez, l'apprentissage par renforcement, c'est un peu ce que font les gosses quand ils apprennent à marcher, ou quand ils apprennent à lire ou à écrire, etc. Bon, quand ils ont bon, ils ont un sourire des parents, et quand ils ont mauvais, ils ont une paire de baffes. Bon, ça renforce, et ça marche un petit peu comme ça, mais ça, c'est sur des millions et des millions de données. Entre parenthèses, un gosse reconnaîtra un chien d'un chat avec pas des millions et des millions de données, hein. Pas du tout. Alors que pour la machine, il faut jouer, c'est très très compliqué. Hein. L'idée que s'il y a une selle quelque part, c'est probablement un cheval, les gosses le savent, la machine, non. Hein. C'est des choses... Bon. Alors, je vais vous dire 2 mots sur la compétition homme-machine, parce que ça intéresse un petit peu les gens, et puis c'est très à la mode, c'est ce qu'on appelle la singularité, le moment où la machine va déposer l'homme, va dépasser l'homme. Alors, admettons, ce qui n'est pas tout à fait évident, mais que l'intelligence humaine se soit construite comme celle de la machine, disons par renforcement, trial and error. Bon. Bon. Par exemple, un enfant qui apprend à marcher. Là, il y a quand même une différence énorme entre la machine et le gosse, c'est que la machine n'a pas de corps. Elle a une forme d'intelligence, si vous voulez, mais elle n'a pas de corps. Il y a une très jolie citation de Yann LeCun, qui est LeCun, il faut dire, oui. Ou mieux, LeCun, mais c'est le même, hein, qui est un des papes, disons, de l'intelligence artificielle. Il dit « Le fait que le monde soit tridimensionnel, qu'il y ait des objets animés, inanimés, mous, durs, le fait qu'un objet tombe quand on le lâche, les humains apprennent ça par interaction. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs. Tant qu'on n'y arrivera pas, on n'aura pas de machine vraiment intelligente. En d'autres termes, ce qui manque le plus à la machine, c'est la notion de sens commun. Bon, pour l'instant, on ne sait pas faire. Le sens tout court. Ça m'a beaucoup amusé ceux qui étaient présents à notre première soirée cartésienne de l'autre jour. Sur le sens commun? Non, sur le rapport entre les qualités premières, secondes, etc. Bon. Ce qui va nous permettre de connaître l'essence, justement de l'essence. Alors la réponse que me donnent des amis qui sont très partisans de la singularité, c'est de dire oui, d'accord, la machine n'a pas de corps, mais elle a des capteurs. Et si tu prends par exemple la vision, ben, les capteurs, ils ont des millions et des millions de pixels, et plus que les cônes et bâtonnets de l'œil humain. Donc l'œil humain aussi, il a des capteurs. Il ne fait pas mieux, il fait plutôt même moins bien que la machine. Bon. Bon, c'est un argument qui se tient, mais en fait qui est naïf, parce que si vous regardez le terrain, qu'est-ce que c'est que le terrain? Pour moi, la réponse elle est claire, la carte n'est pas le terrain. Le terrain, c'est quoi? Ben, c'est évidemment sa retranscription par pixels, mais pas seulement. C'est ses odeurs, son histoire, les telles choses qui poussent pas, etc., etc. Quand vous regardez un terrain, vous ne regardez pas que les pixels du terrain. Donc je veux bien que la machine peut reproduire les pixels du terrain, mais pas son odeur, pas la poésie qui lui est attachée, etc. Bon, bref, tout ça, c'est déjà... Alors, il y a un deuxième point qui me paraît, moi aussi important, c'est que la machine
procède par... on dit souvent, si vous voulez, que la démarche scientifique, c'est aussi par essai et erreur. Et que finalement, comme l'homme, la machine fait la même chose. Sauf qu'il y a un facteur temps qui joue là-dedans. Un cerveau de gosse, c'est pas simplement une machine, ça date de quelques années. Un cerveau de gosse, c'est pas quelque chose qui date de 9 mois ou de quelques années. Ça date de milliards d'années en dernière analyse comme fabrication. Donc il y a tout un mécanisme, disons, de trial and error qui s'est étalé sur des temps considérables. Et surtout, qui s'est étalé sur des temps considérables avec un processus qui n'est pas celui du progrès de la machine. La nature, si j'ose dire, elle se développe sans but. Ça, c'est très important. Elle ne cherche pas à faire le mieux possible. Elle fait ce qu'elle peut, elle n'a aucun but. Quand on fait du développement scientifique, on a un but, évidemment. Et le fait que la nature se développe sans but, si vous voulez, la nature ne se développe pas avec une logique d'intelligent design. Elle ne se développe pas avec une logique d'intelligence artificielle. Elle va dans tous les sens. La nature, en quelque sorte, a besoin de danseuses, c'est-à-dire de choses apparemment totalement inutiles, qui vont disparaître, pas disparaître, etc. Ce n'est pas du tout la démarche adoptée par les machines. Les réseaux de neurones artificiels sont une technique d'apprentissage automatique dont la conception s'inspire des réseaux de neurones biologiques. De petites unités de calcul, les neurones, traitent les signaux qu'ils reçoivent puis envoient le résultat de leur calcul à d'autres neurones. Dans leur version artificielle, les neurones ont été considérablement simplifiés pour être facilement codés et intégrés dans un programme informatique. Bien qu'ils existent depuis les années 1950, les réseaux de neurones étaient peu connus avant les années 2010. Cette époque correspond à la fois à des avancées dans les réseaux de neurones spécialisés dans le traitement d'images et à la mise à disposition de très grands jeux de données d'entraînement. Pour comprendre ce que fait un réseau de neurones, utilisons-en un pour résoudre un problème de classification d'images. On veut un programme capable de classer chaque image selon son contenu. Si une image contient un vélo, on la classe de type A, sinon on la met en type B. Pour entraîner correctement ce réseau de neurones, il faut un ensemble d'entraînements, c'est-à-dire un échantillonnage d'images où chaque image est accompagnée de sa catégorie. Le comportement typique d'un réseau de neurones consiste à calculer des corrélations de forme et de couleur entre les images de type A, les distinguant des images de type B. Techniquement, un réseau de neurones ne cherche pas de corrélation, mais un algorithme complémentaire modifie le réseau petit à petit pour en améliorer les performances. Toutefois, au cours de l'apprentissage, sur un grand nombre d'exemples, tout se passe comme si le réseau établissait effectivement des corrélations. Par exemple, des pixels sombres, formant à peu près un cercle, apparaissent fréquemment dans les images de type A. On peut l'associer à la catégorie objectivée comme pneu. Cette donnée est encore insuffisante pour induire la présence d'un vélo. Peut-être un pneu de voiture ou un cerceau noir. Mais, combinée à d'autres corrélations associables à des catégories, identification d'une chaîne, d'un guidon, etc., elle rapproche le programme de la bonne réponse. Ces exemples de corrélation sont simplistes. En pratique, il est difficile, voire quasiment impossible, de reconstituer toutes les corrélations identifiables. De plus, celles-ci ne sont pas forcément sensées. Par exemple, si toutes les images de l'échantillon qui contiennent un vélo ont été prises de nuit, le réseau de neurones associera une image sombre à la présence d'un vélo sur l'image. Outre la performance des réseaux de neurones pour le traitement d'images, ceux-ci ont deux qualités qui ont largement contribué à leur succès. Tout d'abord, l'utilisation de réseaux de neurones est aujourd'hui à la portée de toute personne qui sait programmer. Ensuite, leur fonction de repérage de corrélation entre les données peut être appliquée à de nombreux problèmes très éloignés du traitement d'images, comme la traduction ou le jeu de Go. En plus de cela, les masses de données nécessaires à l'entraînement des réseaux de neurones sont aujourd'hui disponibles, notamment les données récoltées par Google, Facebook, Twitter, etc. Pour résumer, l'engouement massif pour les réseaux de neurones provient de leur facilité technique de mise en œuvre et leur capacité dédiée à établir des corrélations entre les éléments de n'importe quel ensemble de données, ce qui est très efficace pour certaines tâches. Cependant, on est bien loin d'une quelconque intelligence autonome capable d'imagination ou d'initiative propre.
En outre, son adaptabilité fonctionnelle est rudimentaire, limitée et surdéterminée. Un réseau de neurones est une suite de lignes de code, écrites en langage informatique, conçues par un humain, programmées pour effectuer une tâche déterminée par un humain, enchaînant des opérations conçues par un humain à partir de données sélectionnées par un humain, implantées sur des machines, capables de traiter ces données en masse et dotées des considérables performances de calcul nécessaires à ce traitement massif. C'est le caractère empirique et sommaire de la logique requise pour ce type de programmation qui permet de l'affranchir des préalables d'analyse et d'optimisation complexes requis dans les dispositifs algorithmiques traditionnels. Cet avantage pratique a cependant pour effet de rendre très difficile, pour l'humain qui a pourtant conçu de tels programmes, l'analyse récurrente du résultat qu'ils produisent. En effet, les résultats ne sont pas obtenus par une opération de raisonnement, modélisée en calcul, donc susceptible d'une vérification humaine, mais par un traitement statistique brut, empirique et réitéré. La difficulté est donc à la mesure de la puissance de calcul répétitif mobilisée pour analyser un ensemble d'éléments discrets et hétérogènes, donc du temps et de la mémoire simultanément requis pour scruter et opérer mentalement ces masses énormes de données et en synthétiser le résultat statistique. Alors en fait, je vais terminer un petit peu là-dessus. La science ne progresse pas par accumulation de données. Ça, c'est un point extrêmement important. Si Newton a fait la théorie de la gravitation, c'est pas parce qu'il avait plus de pommes tombées que les autres. On peut croire qu'il en a vu même, enfin, il y en avait autant, disons. Et puis, bon, je peux multiplier. J'ai discuté une fois avec un journaliste scientifique, un collègue à vous, qui m'a dit des choses un peu étonnantes. Il m'a dit, mais les ondes gravitationnelles, c'est un problème de big data. C'est d'une naïveté étonnante. Les ondes gravitationnelles, etc., quand elles traversent un détecteur qui fait 3 km de long, effectivement, changent la taille des bras du détecteur. Mais elles ne la changent pas comme ça. Elle la change d'un milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième de millimètre. Bon, si vous y tenez vraiment, c'est une donnée, mais cette donnée est totalement imperceptible, invisible. On l'a trouvée parce qu'on la cherchait. On l'a cherchée parce qu'on avait une théorie pour ça, qui est la théorie d'Einstein de la gravité. Et puis on a eu du mal à la truc, enfin, si vous voulez, bon. Pour le boson de Higgs, c'est pareil. Le boson de Higgs, c'est un tout petit machin sur une section efficace, 3 fois rien. Bon, c'est invisible à l'œil nu, si j'ose dire. Mais on l'a trouvé parce qu'il y avait une théorie qui le prévoyait plus ou moins. Bon, il fallait le faire, mais bon, je veux dire. Donc, derrière tout ça, il y a la notion qui est très compliquée, sur laquelle je dis rien, mais qui est la notion de créativité. L'espèce humaine est capable de créer des choses. Je ne sais pas par quel mécanisme Newton est arrivé à la théorie de la générale de la gravitation. Bon, mais il est arrivé. Bon, et ça, je ne crois pas que la machine pourra faire ça. Alors, est-ce qu'elle pourra jamais faire ça? Je suis un peu gêné, parce que si on renonce au dualisme, ça va de pair, c'est de la philosophie. C'est-à-dire l'idée qu'il y a d'une part une logique du vivant, des hommes en tout cas, et une logique... surtout du Descartes. Alors ça, c'est ma partie, je suis d'accord. Bon, alors tu interviendras là-dessus, mais tu me laisses terminer là-dessus, à une vision primitive que j'ai de Descartes. Une vision de... Il y a une logique de l'humain ou du vivant qui n'a rien à voir avec la logique de la matière inerte. Non, justement. C'est l'erreur fondamentale. Voilà, c'est pas entre l'humain et autre chose, c'est entre l'étendue et la pensée. Donc déjà, on a tout faux dès le départ. Bon, alors, quand on commence à raisonner comme ça sur le dualisme. Non, mais je ne raisonne pas. Je ne crois pas que... je suis convaincu que nous sommes fabriqués avec des molécules, des atomes, en interaction, mais que toute tentative d'expliquer, par exemple, la prise de la Bastille en 89 par l'interaction atome-atome, molécule-atome, est vouée à l'échec, de toute évidence. Bon. Donc, peut-être un jour, avec suffisamment de données, l'intelligence artificielle pourra ramener la prise de la Bastille à l'interaction atome-atome, mais je crois que c'est plusieurs fois l'âge de l'univers. Bon, donc, alors je voudrais terminer par une jolie, mais j'ai parlé trop, par une très jolie citation d'une philosophe belge qui s'appelle Rouvois, qui dit ceci: « Nous allons vers un changement épistémologique majeur. S'en remettre à ce type de calcul, c'est-à-dire l'IA,
traduit un renoncement aux ambitions de la raison moderne qui liaient les phénomènes à leur cause. Ces ambitions de la raison permettaient d'envisager la prévention, d'agir sur les causes pour changer les effets. Au lieu de cela, on se dirige vers un système de pure corrélation. On ne cherche plus à comprendre l'environnement, on cherche à le prédire. Notre rapport au savoir change, mais aussi notre rapport au monde. On se focalise davantage qu'auparavant sur les risques. Voir et comprendre sont supplantés par détecter et prévenir. On passe d'une civilisation du signe qui était porteur de sens à une civilisation du signal qui est une donnée qui ne signifie rien en soi. C'est donc un changement de paradigme qui transforme la manière dont nous sommes gouvernés. C'est très bien écrit, hein, très très bien écrit, ça me plaît beaucoup. Bon, je terminerai là-dessus. Bravo. Mais la question qui m'intrigue, ou la question que j'aurais tendance à te poser, c'est cette modalité, ou cette pente, ou cette inclination, ou cette idéologie qui accourt en ce moment, quelle est la réaction des milieux scientifiques vis-à-vis de ça? Parce que quand même, d'un point de vue épistémologique, c'est d'une fantastique nullité et pauvreté, évidemment. Ça s'entend au travers de ce que tu as évoqué, en tout cas des citations que tu as données. Mais ça a un impact très concret, y compris sur l'orientation de la recherche, sur l'organisation des services de recherche, sur les politiques, sur la manière, y compris, dont la science éventuellement va être enseignée, transmise. C'est ça ma question, c'est-à-dire les dangers réels, à mon avis, ne sont pas de l'ordre des fantasmes divers et variés ou des élucubrations fantasmatiques de la part des tenants du transhumain, du plus qu'humain et compagnie. Mais ce qui est plus inquiétant, parce que plus immédiat et plus concret, avec des effets qui peuvent être calamiteux, c'est justement l'impact de cette idéologie, parce que c'est une idéologie avec des motivations essentiellement en réalité économiques et de profit. Eh bien, quel est l'impact de cette orientation idéologique sur l'activité des scientifiques eux-mêmes, aussi bien l'activité que tu as qualifiée de créative, c'est-à-dire de recherche proprement dite, que en termes d'enseignement, en termes de transmission, en termes d'application aussi technologique. Alors c'est une question peut-être un peu vaste, mais je voudrais avoir au moins une réponse brève qui résume ton point de vue là-dessus, en tant que scientifique, que je ne suis pas, moi. Oh, personne n'est parfait. J'ai du mal à te répondre à ça. Maintenant, on développe vite fait en France l'enseignement d'informatique, sous cette forme-là. Je ne crois pas qu'il y ait de chaire d'intelligence artificielle à l'université. Comme maintenant, autant, à mon avis, autant de scientifiques, autant d'opinions. Je ne crois pas que l'opinion des scientifiques soit très différente de l'opinion des kidams normaux. Il y en a qui sont fascinés par ça, d'autres qui le sont moins. Je peux te donner une série de citations de scientifiques inquiétantes qui parlent de faire de la chimie sans chimiste, de la physique sans physicien, etc., qu'on pourrait faire maintenant. Il y a même un gars du Collège de France qui sort un truc qui m'a considéré, qui est pourtant un type tout à fait connu et bien, par ailleurs. Mais de France, déjà, ah on oui, a tout compris. Ah non, mais c'est quand même... Il dit en gros que... il a une phrase extraordinaire qui consiste à dire que les poissons... C'est qui d'abord? Pardon, je vais te donner son nom. Voilà. Des noms. Stéphane Malat. Il dit qu'on pourrait avoir de la physique sans physicien ou de la chimie sans chimiste. Une manière provocante, dit-il, d'avancer que des connaissances peuvent émerger de cette forme d'analyse des données sans qu'on ait la moindre idée de la loi cachée derrière. Oui, c'est une phrase ambiguë. Des connaissances peuvent émerger, évidemment, des connaissances peuvent émerger sans qu'on ait la moindre idée de la loi cachée derrière. Il aime aussi à rappeler que les poissons électriques se guident dans l'eau sans connaître les équations de Maxwell, de l'électromagnétisme, tout en semblant les résoudre. Ça, c'est quand même très primaire. Cependant, on marche et on exploite en permanence les lois de la gravitation. Ça oui, alors moi j'ai mis une depuis petite note, des millénaires. C'est complètement idiot cet argument. Ça ne m'étonne pas que ça vienne du Collège de France. Mais bon,
Mais quand même, on est dans le sujet. Ouais. On est dans le sujet. J'ai mis une petite note vicieuse, pourquoi ne pas ajouter que la Terre tourne autour du Soleil sans connaître les lois de la gravité. Voilà. C'est pas plus. Bon, mais enfin, c'est quand même C'est de ce niveau-là, c'est ça le problème. Bah, j'en sais Et rien. c'est ces mecs-là qui vont pérorer au Collège de France. C'est exactement le Non, non, sens je de ma crois que question. le type est pas Le rigolo. département scientifique au Collège de France, c'est pas nul. Hein, contrairement Non, 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 mais je veux dire, le type est pas je nul. parle de l'idéologie qui est derrière. Ah, l'idéologie, non. L'épistémologie d'une consternante nullité et candeur. Quand on n'est pas d'accord avec une théorie, dire que c'est de l'idéologie. C'est pas ça que je veux dire. Là, on est dans l'idéologie. Non, mais ça a été fait dans certains Non, mais ça, c'est de pays. l'idéologie. On sait, C'est de l'idéologie, c'est pas une théorie. Jusqu'où ça a dérivé. Hein. C'est ça que je veux. La question que je Malin est pas pose, c'est ça. rigolo. On argumente scientifiquement, mais on ne dit pas machin, c'est une idéologie. Non, mais là, on vient d'avoir un exemple extrêmement concret du fait que une c'est phrase idéologique C'est une phrase et Ah, que c'est toi- c'est et vous que qui l'argument est absurde. Je suis pas sûr Je que veux ce dire- soit l'idéologie qui croit, dans la phrase, il croit que derrière il y a des lois. Ah non, mais l'idéologie, Moi, je ça ne veut crois pas dire aussi qu'on aux n'y lois croit de pas. Maxwell. L'idéologie, c'est exactement le contraire. C'est justement ce à quoi on croit, c'est des convictions. Simplement, c'est absolument pas fondé sur une démarche théorique de développement de la connaissance, etc. C'est un point de vue, c'est une position qu'on prend, et c'est clairement ce qui fait, si j'ai bien compris, hein, dans le contexte que tu cites, et il nous sort quand même un truisme d'une accablante naïveté comme argument. Donc, c'est pas tellement ça qui est important, c'est que ça montre à quel point, y compris dans le monde scientifique, y compris celui qui fait le plus autorité, on est quand même dans l'autoritas quasi scolastique quand on est au Collège de France, eh bien, on peut en arriver à nous sortir des trucs pareils et être pris au sérieux. Donc c'est ça qui est c'est ça qui m'inquiète. Le sens de ma question, c'est que à titre personnel, je trouve ça très inquiétant et je voulais savoir ce que tu en pensais. Ah ben, je suis pas d'accord avec Malat quand il dit ça, mais je ne considère pas Malat comme un rigolo. Non mais c'est même pas il est même certainement très intelligent, mais la question c'est que penses-tu des conséquences et de ce que ça peut avoir comme Parce que, Attends, il y a parce deux que personnes cette qui histoire veulent de loi physique qui peuvent être d'équations qui peuvent être... Alors là, moi j'ai déjà vu, et c'était en plus au Collège de France, je ne sais plus si c'était Stéphane Malat ou Yann Lequin, qui parlait de réseaux de neurones qui apprenaient à résoudre des équations physiques qu'on n'arrive pas à résoudre, on va dire, analytiquement. Et donc, voilà, il montrait... Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire Je veux bien donner un exemple. Donc, comment ? Je veux bien donner un exemple de ça. Voilà, donc dans le... Non mais c'était juste pour dire, Ouais, dire ça. Moi je sais pas dans quel cadre il a dit ça. Enfin bon, et ça aurait très bien pu être non pas dans le cadre de le réseau de neurones va trouver la nouvelle équation qui va permettre de résoudre je sais pas quoi. C'est le réseau de neurones qui est utilisé pour résoudre une équation qu'on sait pas résoudre analytiquement. Et de ce point de vue-là, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Hein. Il y a plein de méthodes numériques qui sont utilisées. C'est pourquoi pas celle-là plutôt qu'une autre. C'est pas. Si c'est dans ce contexte-là, enfin, c'est pour ça que sans contexte, c'est un peu compliqué de juger la phrase. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, Madame voulait ajouter quelque chose. Oui, moi je comprends pas, Hubert, pourquoi tu opposes systématiquement la science avec son raisonnement scientifique et les méthodes qui peuvent être utilisées dans les big data. Moi, je travaille dans une expérience de physique, hein, donc ça s'appelle l'astroparticule, donc c'est des méthodes de physique des particules appliquées à l'astrophysique, et on utilise très régulièrement les réseaux de neurones, et c'est pas du tout fantastique, c'est parce que c'est plus efficace que les méthodes de régression linéaire. On a 900 détecteurs qui s'allument et on veut à certains moments et on veut remonter à une trajectoire, et bien quand on utilise les réseaux de neurones, ça marche mieux que quand on utilise une régression linéaire, un bête-qui-2 ou un Likelihood ou je sais pas quoi. Donc il n'y a pas de mystique, il n'y a rien là-dedans. On ne dit pas qu'on a plus appris ou je sais pas quoi, c'est juste opérationnel. Donc, ce qui nous intéresse, c'est connaître la direction, d'où vient le neutrino pour savoir de quelle étoile il est. Mais du coup, je vois pas où est la... Enfin, ah non, là tu comprends pas. Non. Eux disent on n'a plus besoin. Non, alors ça je suis complètement... C'est ça. Non, Voilà. ça je suis complètement contre le fait... C'est ça la question. Je pense qu'il peut y avoir des algorithmes qui sont qui sont développés pour les big data, qui sont utilisés dans les sciences comme des outils. Et peut-être, enfin je sais pas, tous les progrès qui sont faits en traduction par exemple.
via les big data où on fait apprendre aux machines. Mais c'est extraordinaire, on ne va pas dire que c'est de la merde et que ça vaut Mais j'ai rien. jamais dit ça, qu'est-ce qui te prend? Mais non, mais parce que tu dis, tu as l'impression de dire, Non. puisque les big data sont développés, alors on change de paradigme et on... Non, non, j'ai C'est- des c'est- Non, contraires, c'est- il y a des- non, il a dit le contraire, c'est C'est les gens qu'il a cités qui annoncent ça, c'est les pas gens lui. que j'ai Hein. cités qui annoncent Non, ça. mais à la fin, la conclusion de la femme qui écrivait très bien là, elle dit on, Oui. est en train de faire un changement de paradigme. Dans la Mais il mesure peut où- y avoir les deux qui coexistent. Mais c'est pas du tout au même niveau. Tu donnes l'exemple, moi quand je dois expliquer l'intelligence artificielle, je donne exactement, parce que ça c'est facile à comprendre pour les gens, la régression linéaire. Comme exemple ultra stylisé, ultra simplifié, bon, c'est évidemment un outil de base, et puis toutes les sophistications de ça sont bienvenues. J'ai parlé tout à l'heure de milliards d'étoiles qui sont répercutées. Comment veux-tu faire ça sans intelligence artificielle et sans big data? C'est absurde, toute la science. Mais je vais développer cet exemple. La matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Bon, on pourrait développer pas mal là-dessus, mais sans l'étude des milliards et des milliards d'étoiles, de leur position et de leur vitesse, on ne pourra pas mettre en évidence un peu la matière noire, où elle n'est pas, etc. Donc c'est absolument indispensable. Mais la matière noire, c'est quoi? C'est pas une découverte des big data, c'est une découverte théorique. Et d'accord, donc il a fallu des big data pour comprendre quelque chose qui n'allait plus avec la théorie de la gravité éventuellement. Bon, mais c'est un problème théorique. Et ça c'est pas les big data qui vont le résoudre. Absolument pas. Mais c'est ça que je veux dire simplement. Si tu es avec les big data, tu pourrais trouver le modèle de Copernic, à la rigueur, tu pourrais trouver le tableau de Mendeleïev, ce qui n'est pas rien, mais tu ne trouveras pas la loi de la gravitation. Enfin, ça me paraît Mais pas qui imaginable. prétend ça? Mais justement, mais c'est ça la justement, question. il y a des gens qui prétendent Mais ça. c'est ça la C'est question. ce qui a été cité. La donc, physique sans c'est physicien, bien ça le problème. la chimie sans chimiste. Ouais, mais c'est 3 heures libérales qui Non, pensent non, ça. c'est pas des Ah hommes bon, libéraux. Non. c'est bien ça le problème. Non, non, je peux t'en donner d'autres. Ah non. Et moi, je crains que... Alors en plus, c'est les sciences, mais il n'y a pas que les sciences. Hein. Ah oui. Il n'y a pas que les sciences, tu comprends. Les sociologues, ils y vont... Je peux t'en donner un autre hein, qui est plus prudent. Mais enfin, Non, mais moi je suis un peu comme vous. J'avoue, je comprends pas beaucoup cette opposition. mais je n'oppose rien. Non, mais. Parce qu'évidemment, dans toutes les disciplines, tu as des gens qui travaillent bien et des gens qui travaillent mal. Bon. Donc c'est évidemment que tu peux faire n'importe quoi. Mais même, prends juste les corrélations. Oui. Bon, effectivement, tu peux mal travailler, tu peux aboutir à des conneries. Les gens ont des pieds longs. D'accord. Bon, très bien, on est d'accord. Ça, c'est les pièges. Maintenant, ça peut aussi te donner des idées. Évidemment. Et après, tu les exploites. Évidemment. Alors, où est le problème? Oui, mais Mais c'est y a toi pas de qui as les problème. idées. Y a pas de C'est pas- problème. C'est pas. Ah, C'est non. pas le. Alors, non, C'est là- pas le système. Alors là, il y a Elle peut-être... peut te suggérer Il des y a choses que peut-être tu n'avais pas il y a vues. peut-être évidemment. un biais, il y a peut-être un biais Évidemment. qui dépend d'ailleurs peut-être de la formation des gens. Quand on est physicien théoricien, on croit que l'expérience et la découverte accidentelle de quelque chose, ça sert à rien. Mais non, c'est le moteur de la physique. Je suis navré. Non. Bah, je pourrais te donner plein d'exemples Oui, d'histoires mais des je gens. crois Mais dans même, l'autre ça sens. change rien au Non, mais- problème qu'on est en Non, train mais d'aborder. c'est ça. important de voir qu'à un moment donné, Oui, bien sûr. pour des raisons X, il y a un fait qui apparaît. Oui. Bon. Ah, bon, d'accord. Et alors, maintenant, ça peut être à travers des corrélations de nombre de quantité de données énormes. Ça ne pouvait pas être le cas avant. Avant, c'était des fois une manipulation malheureuse, par exemple. On fait une bêtise au labo. Voilà. Bon, il y a un truc on dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Voilà. C'est la tarte à terre. Ouais, par exemple. C'est la sérendipité. Voilà. C'est la Sans savoir. sérendipité, comme on dit. La fameuse sérendipité. C'est très à la mode maintenant. Oui, les sociologues en particulier. aiment Mais beaucoup bon, ça. c'est vrai que ça existe. Hein. Oui, ça existe. Bon, ben C'est voilà. pas Et c'est moins après, on essentiel. fait comme de dit. tout. Oui, mais C'est pas gênant, C'est ça. pas ça ce qui est mis en question ici. L'outil fait l'homme. L'humanité, on peut la décrire au travers de l'outil. C'est ce qui la distingue. Donc l'outil qui va s'améliorer va permettre, évidemment, va être un des marqueurs, pour parler, comme on dit aujourd'hui, du progrès de l'humanité, va y contribuer de manière essentielle, à tous les sens du terme essentiel, sauf si le résultat ou la prétention qu'auraient certains, c'est qu'il remplace précisément l'humanité, qui s'y substitue, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Madame, je vous passe la parole. Dans les premiers temps de l'intelligence artificielle, il y avait deux approches. Il y avait l'approche du type système expert, où la personne compétente dans un domaine connaissait le raisonnement, connaissait
les causes et les effets et les mettait dans la machine. Donc on pouvait suivre le raisonnement, c'était vraiment un raisonnement. Alors que l'autre approche, réseau de neurones, c'est une boîte noire, on sait ce qu'on met dedans, et puis le résultat, ben, on s'arrange pour que ce soit quelque chose qui apporte ce qu'on voulait. Mais il n'y a absolument aucun raisonnement, donc c'est vraiment de la corrélation, c'est à base de statistiques, mais moi je dirais c'est le degré zéro du raisonnement. Parfaitement d'accord. Il y a quelque chose qui entre, quelque chose qui sort, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. C'est fortement utilisé, je peux vous dire, dans le domaine de l'économie, par exemple, et depuis longtemps. Et maintenant, c'est effectivement pratiquement la deuxième approche qui est utilisée. Qui est beaucoup plus rapide. Qui est beaucoup plus rapide, et puis parce que les connaissances qu'il faudrait mettre dans un système expert, on ne peut pas en faire le tour. C'est trop... Ça vous donne le trading à haute fréquence aussi, vous voyez, des choses comme ça. Oui, oui. Voilà. Et puis voilà, les capacités des ordinateurs, les capacités de calcul, et puis le grand nombre de données qui sont à disposition, c'est ça qui a fait que cette deuxième approche... Autre question. Au 19e siècle, on ne pouvait pas avoir la même discussion avec la création de la machine à vapeur, Non, c'est moins vicieux quand même. C'est moins vicieux. Hein? C'est moins vicieux la machine à vapeur. Parce que je ne sais pas si on ne se posait pas la question pour savoir si c'était moins vicieux. Bien sûr que si, qu'on s'est posé à propos des métiers à tisser, enfin c'est toute la révolution industrielle, évidemment. Mais le problème n'est absolument pas du même ordre là. C'est pas du même ordre, mais c'est à un moment donné le pouvoir de la machine sur l'être humain ou vice versa. C'est à un moment donné en quoi l'être humain va pouvoir impacter sur une machine. Après c'est bon, je suis pas scientifique. Donc, c'est le raisonnement que j'avais fait. Voilà, c'est à tort ou à raison. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Non, enfin j'avais... Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production, et en changeant le mode de production, la manière de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports sociaux. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur la société avec le capitalisme industriel. Les mêmes hommes qui établissent les rapports sociaux conformément à leur productivité matérielle produisent aussi les principes, les idées, les catégories conformément à leurs rapports sociaux. Ainsi, ces idées, ces catégories sont aussi peu éternelles que les relations qu'elles expriment. Elles sont des produits historiques et transitoires. Il y a un mouvement continuel d'accroissement dans les forces productives, de destruction dans les rapports sociaux, de formation dans les idées. Il n'y a d'immuable que l'abstraction du mouvement, mors immortalis.